Bienvenue, voici l'édition des régions, le journal des rédactions régionales de France 3. Des perturbations dans les transports et des manifestations un peu partout en Europe, comme ici à Toulouse. La Confédération européenne des syndicats appelle aujourd'hui à une journée de mobilisation contre les plans d'austérité. En France, des préavis de grève ont notamment été déposés à la SNCF et plus de 150 rassemblements sont programmés. Mais c'est à Bruxelles que doit avoir lieu le plus important défilé. Cette journée d'action est organisée à la veille du sommet de l'Union européenne, au cours duquel doit être signé le nouveau traité budgétaire. Autre mouvement social, les hôtesses et stewards d'Air Méditerranée sont appelés à faire grève aujourd'hui. Les syndicats dénoncent les 85 suppressions de postes annoncées par la direction, mais aussi la délocalisation de la compagnie en Grèce. Le personnel pourrait perdre 30% de salaire. Dans ce bout de papier, tout le courroux et l'amertume des hôtesses et stewards de la compagnie Air Méditerranée. Au siège de l'entreprise, ils viennent ici déposer un préavis de grève contre la délocalisation en Grèce, un voisin moins disant social. Du jour au lendemain, on va diviser votre salaire, on va vous faire travailler toujours au départ de la France et vous passerez vos week-ends en Grèce parce que vous êtes basé en Grèce, mais vous travaillerez en France et vous n'aurez plus de pouvoir d'achat. Des salaires devenus grecs, diminués de 30% pour tous les navigants. Et rien d'illégal à cela entre les pays de l'Union. La direction y voit même une nécessité, face, dit-elle, au dumping social déjà pratiqué par d'autres compagnies européennes. Nous sommes victimes du dumping social. Air Méditerranée est la victime du dumping social. De quelle façon? Nous avons des avions lituaniens, tchèques. Un avion tchèque est basé à Roissy depuis 3 ans. Cette compagnie propose des rémunérations bien inférieures à tout ce qui peut être proposé. Et donc Air Méditerranée ne peut pas lutter contre cette compagnie-là. Conséquence, 6 appareils sont déjà immatriculés en Grèce, d'autres pourraient suivre. Impuissance des syndicats à l'heure où le produire en France est pourtant le credo de tous les candidats. Il y a une espèce de double langage qui consiste à d'un côté faire du battage médiatique autour des mots et puis dans les faits, tous les jours, il y a des emplois qui sont sacrifiés au profit de l'Europe. Air Méditerranée doit en principe transporter de prestigieux clients. L'équipe de France de foot qui joue face à l'Allemagne. Une nouvelle fois, le couple franco-allemand pourrait indirectement pâtir d'un voisin grec bien encombrant. Les 50 millions d'investissements promis par le Qatar à destination des banlieues seront versés après l'élection présidentielle. Cette somme colossale, censée redynamiser le tissu économique, est critiquée par certains. Pour les élus locaux, il s'agit d'un financement comme un autre. Entre Doha, capitale du Qatar, et le bureau de ce chef d'entreprise d'Aubervilliers, 5000 km. Et pourtant, c'est bien à cet émirat arabe que Mohamed Kemlich a demandé d'investir dans ses projets. Aujourd'hui, à la tête d'une petite entreprise de nettoyage, il souhaite lancer une nouvelle activité. Alors lorsqu'il a entendu parler d'un fonds d'investissement pour les banlieues, il n'a pas hésité. Il a déposé un dossier ici, à l'ambassade du Qatar. Tous les gens, des gens se battent, qui créent, qui essayent, je pense qu'il faut leur donner la chance. Hein. Et si on ne leur donne pas la chance, si d'autres leur donnent la chance, pourquoi pas? Nous, on n'est pas là, on veut vivre. Voilà. On est français et on veut vivre. Le Qatar, 3e pays producteur de gaz au monde, a débloqué un fonds de 50 millions d'euros. Une somme colossale, critiquée par certaines associations qui craignent une mainmise sur les banlieues. Mais pour ces élus locaux partis négocier avec l'émir du Qatar en personne, il s'agit d'un fonds d'investissement comme les autres. On est parti d'un côté avec des élus de toute sensibilité politique, des élus républicains qui sont à la fois laïcs, qui connaissent un peu les difficultés que connaissent ces porteurs de projets dans les quartiers. Donc aujourd'hui, certains cherchent à polémiquer, nous on cherche plutôt à être actifs, à répondre à une réalité. Cette réalité, c'est que des gens attendent à pouvoir créer leur entreprise et c'est ce qui est important dans nos quartiers, remettre de l'activité économique. 50 millions d'euros, c'est 10% du budget du ministère de la Ville. Des fonds qui ne seront pas débloqués avant mai, date de l'élection présidentielle. En attendant, le Qatar continue sa course. Le PSG, les grands palaces et des parts dans de grandes entreprises. Une diplomatie financière qui en fait aujourd'hui un des interlocuteurs incontournables de la France. La situation reste très tendue dans les services d'urgence avec l'épidémie de grippe. Dans certains hôpitaux, comme ceux de Romans dans la Drôme ou encore de Fréjus dans le Var, 30% de patients supplémentaires affluent chaque jour. De quoi compliquer le travail du personnel hospitalier, mais aussi d'occasionner des gênes pour les patients.
Parqués au milieu de cette salle, tous ces patients sont en attente d'avoir une place disponible. Mais avec l'épidémie de grippe, l'hôpital est saturé. Toutes les chambres sont occupées, alors certains risquent d'attendre de longues heures. Dès qu'il y aura un lit qui se libère, on va vous monter dans le service. Et comme il y a beaucoup de malades, vous allez devoir attendre un peu. Il y a une saturation des lits qui fait que le service peut tenir, mais il y a une surcharge de travail pour le personnel. Il y a un inconfort pour les patients qui restent des heures sur des brancards avec un masque, avec de l'oxygène. Il y a des difficultés pour que les familles viennent les voir. Donc la situation est tendue et pas très agréable pour les patients. Habituellement, il y a 110 passages par jour aux urgences, mais depuis une semaine, c'est 140 personnes avec 50% d'hospitalisation en plus. Tous les services ont dû être mis à contribution. Ainsi, la chirurgie accueille des patients grippés. Pour les infirmiers, placer les malades est devenu un véritable casse-tête. On l'a monté à 5 litres minutes. Et en fait, monsieur, ce serait plutôt pour de la pneumo, il y a un petit foyer pulmonaire, mais il n'y a pas de place, donc ce sera certainement l'USCD. Normalement, la place est réservée. Actuellement, l'hôpital n'arrive pas à être saturé, quoi. Hier, il y avait 4 places d'hospitalisation sur tout l'hôpital. Là, je ne sais pas combien il y en a, on ne nous a même pas fait le point. Je pense qu'il doit y avoir 2 ou 3 places, pareil, mais on est toutes là, et une fois qu'ils sont aux urgences, on n'arrive pas à les dispatcher dans les services. Médecins et infirmiers espèrent que cette épidémie grippale va s'arrêter au plus vite, sinon la situation va devenir de plus en plus compliquée. Situation compliquée également à l'Alpe d'Huez où l'on manque de médecins. La station de ski aurait besoin de 2 fois plus de praticiens pour prendre en charge les nombreux patients qui affluent en cette période de vacances scolaires. Le médecin, une denrée rare dans la station de l'Alpe d'Huez. Depuis la fermeture de ce cabinet en décembre, seuls 3 généralistes sont présents pour accueillir les patients. Et en pleine vacances d'hiver, ça se bouscule. Entre 25 et 26 000 skieurs par jour sur les pistes, vous vous doutez que parfois on évacue à peu près entre 35 et 40 personnes qui ont besoin de soins urgents. Jambes cassées, entorses, dans ce cabinet, les skieurs accidentés se succèdent. Mais il y a aussi la grippe, les bobos et autres maladies hivernales, d'où une situation sous tension. Ça nous pose un énorme problème puisqu'on a une moyenne de 80 à 90 personnes par jour, jusqu'à une pointe de 105 la semaine dernière. On n'est plus que 2 médecins à assurer les gardes de nuit, ce qui fait que, si vous voulez, il y a un moment où on ne peut plus. Là, actuellement, j'ai encore l'air frais, ça va. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et l'Alpe d'Huez n'est pas un cas isolé. Aujourd'hui, les stations de ski manquent de praticiens. Les jeunes médecins se font rares. Le coût d'un cabinet médical en station est très très onéreux, d'une part du fait des murs qui sont toujours aussi chers, et du plateau technique dont on a besoin, puisqu'ici on a la nécessité d'avoir un appareil de radiologie. S'installer en montagne entraîne des charges importantes, alors pour pallier le manque de médecins, la commune envisage de créer une maison médicale. C'est-à-dire les aider au moins, ou au moins aller chercher quelques jeunes médecins qui ont des difficultés pour s'installer, pour venir se regrouper autour d'un bâtiment qui, quelque part, est payé par la collectivité, qui peut être géré par la collectivité. Dans l'idéal, une station de cette taille devrait fonctionner avec au moins 6 médecins généralistes, soit 2 fois plus qu'actuellement. Les collèges Roger Vercel de Dinan et du Mans vont-ils être débaptisés? C'est en tout cas ce que réclame la Fédération nationale des déportés, internés, résistants et patriotes. Cette demande fait suite à la découverte d'un édito de 1940 dans lequel Roger Vercel tient des propos antisémites. Une mauvaise surprise pour le bibliothécaire de la ville de Dinan, mais aussi pour la fille de l'écrivain. Elle me dit jamais, que ce soit également dans les conversations de famille à table, elle me dit jamais je n'ai perçu chez mon père des propos de cette teneur. Le nom de Roger Vercel restera sur les murs des collèges en attendant le résultat du travail que vont mener des historiens. La ville de Strasbourg expérimente les bracelets électroniques pour les conjoints violents pendant 1 an, comme les villes d'Aix-en-Provence et Amiens. Cette mesure prévue par la loi de juillet 2010 instaure le bracelet électronique censé maintenir à distance un conjoint très violent. L'innovation de ce dispositif, c'est le boîtier que détient madame, qui permet aussi à l'homme de savoir, parce qu'on l'alerte, qu'il est en train de se rapprocher de madame. Le port du bracelet électronique est imposé seulement aux auteurs de violences graves ou de tentatives de meurtre sur leur conjointe et qui ont été condamnés à au moins 5 ans de prison.
Après le rêve pour l'artiste axonais Vincent Treux, c'est le casse-tête. Sous peine de payer 500 000 €, il est tenu d'enlever une de ses sculptures exposées dans le quartier de la Défense. Le problème, son œuvre a été soudée, elle est indémontable. Vincent Treux est en colère. Depuis qu'il a reçu cette lettre de Defacto, l'établissement public de gestion du quartier de la Défense le met en demeure d'enlever cette sculpture monumentale sous peine de payer la somme de 530 000 € plus 1 000 € par jour de retard. Sauf que cette œuvre de 5 mètres de hauteur et pesant plus de 2 tonnes est aujourd'hui intransportable. Cette sculpture, elle est arrivée en 3 morceaux, elle a été assemblée sur place. Donc effectivement, techniquement, c'est une belle prouesse, c'est une jolie sculpture, mais effectivement, elle est pas démontable et difficilement transportable. En 2010, ce sculpteur avait été sélectionné par le département de l'Aisne pour sa campagne de promotion. Il expose alors 14 œuvres monumentales dans le quartier de la Défense à Paris pour 5 mois. Devant 200 personnes, le jour du vernissage, le président de Védjan a dit « Je garde cette œuvre », d'accord ? Il l'a répété 3 fois, moi j'ai 200 témoins. Mais depuis, le discours de Defacto, ex-EHPAD dirigé par Patrick Devedjian, a changé. Après 1 an d'hésitation et de promesses, l'établissement public de gestion du quartier de la Défense ne veut plus de cette œuvre. Vincent Treux se dit humilié. On va la détruire. On va détruire une œuvre. Voilà. Parce qu'ils ne veulent pas prendre en charge le transport pour la ramener chez moi. Moi, je n'ai pas les moyens. Et je pense que je leur ai tellement apporté à la Défense, ils n'ont pas mis un centime là-dessus. Ils pourraient avoir au moins juste la décence de me ramener mon œuvre chez moi. Voilà, s'ils ne veulent pas la garder. De son côté, Defacto, qui a refusé de s'exprimer devant notre caméra, affirme que Vincent Treux s'était engagé à démonter ses œuvres et qu'il n'a donc pas respecté sa part du contrat. Si une solution n'est pas trouvée d'ici samedi prochain, l'artiste tronçonnera sa sculpture devant le public. Aujourd'hui, nous sommes le 29 février, un jour qui n'arrive qu'une fois tous les 4 ans. Si pour certains, le temps s'arrête à chaque anniversaire, pour d'autres, c'est le cauchemar. Le syndrome du 29 février existe bel et bien. C'est l'histoire d'une fille un peu particulière. Prénom, Margot, date de naissance, 29 février 96, il y a donc bientôt 16 ans. Aujourd'hui, l'adolescente s'apprête à célébrer son anniversaire avec ses amis et l'événement est de taille. Alors j'aurai 4 ans, enfin 16 ans, et c'est particulier, mais c'est agréable, parce que c'est spécial justement. Et on pense qu'on vieillit moins vite, mais non. Si bonus il y a, il est pour l'entourage. Avec les natifs du 29 février, les vœux d'anniversaire oubliés sont mieux tolérés. Ça nous laisse 2 possibilités de souhaiter un anniversaire, on peut se rattraper la fois d'après. Un avis qui n'est pas partagé par tous. Sur Facebook par exemple, on trouve des groupes de soutien spécial 29 février. De quoi faire sourire la mère de Margot. Moi ça m'a pas posé de problème que ce soit un 29 février. J'avoue que ce qui me posait, elle était bien... Tout allait bien, donc c'était l'essentiel, quoi. Mais c'est vrai qu'il y avait des personnes dans la maternité qui voulaient absolument pas accoucher ce jour-là. Donc c'était assez drôle, parce que dans les couloirs, on entendait des femmes pleurer en disant « Non, je veux pas accoucher aujourd'hui, je veux pas accoucher aujourd'hui ». 16 ans plus tard, la réaction est toujours la même dans cette maternité de Roubaix. Il y a un syndrome du 29 février, puisque les 2 patientes qu'on devait déclencher pour raison médicale, pour qui on voulait programmer l'accouchement le mercredi 29, éventuellement, qui ont d'elles-mêmes demandé à décaler la date d'une journée si c'était possible. C'était possible ? Oui, dans ces cas-là, oui. Dans le cas contraire, le bébé fera partie d'un club très fermé. Aujourd'hui dans le monde, seuls 4 millions de personnes sont nées un 29 février. Après Londres, New York et Milan, la Fashion Week a commencé à Paris, capitale incontestée de la mode. Cette semaine donne la tendance de ce qu'il faudra avoir dans sa garde-robe l'hiver prochain. Une vitrine incontournable pour les jeunes créateurs. C'est celle qui accueille le plus de créateurs étrangers, qui est le plus ouverte à tous les grands courants de la création. Et c'est celle qui privilégie la création sur les lois du marketing. Donc on a vraiment de quoi avoir un bon panorama de ce qui se passe. Il y a des risques, tous n'ont pas d'argent, mais c'est peut-être là quelquefois que sont les meilleurs défilés d'ailleurs. La mode française sera aussi à l'honneur pendant ces 9 jours avec la présentation des collections d'Yves Saint Laurent, Isabelle Marant ou Christian Dior. Tout de suite, votre édition des initiatives.